Bonjour à tous. Il y a quelque temps, nous étions à Lyon pour rencontrer M. Camille Badel, qui exerce son métier de tailleur depuis, tenez-vous bien, près de 70 ans. Alors ne vous y trompez pas, M. Badel fait preuve d'une incroyable jeunesse, et c'est donc à une formidable rencontre, tout en finesse et en humilité, que je vous invite maintenant. Ade, du muntre, du fröhliche Stadt, Ade. Schon scharret mein Rösslein mit lustigem Fuß, jetzt nimm noch den letzten, den scheidenden Gruß. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour Monsieur Badel, comment allez-vous? Ça va, je vous remercie. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous recevoir. Ça manque des choses. Et alors vous êtes ici dans votre boutique qui est ouverte depuis 1927. 1927. Hein. C'est votre père qui l'avait ouverte. Bon. Et vous êtes ici, vous travaillez avec votre femme. Est-ce Oui. que Madame Badel, bonjour. Bonjour monsieur. Comment allez-vous? Merci. Bien. Alors voilà, je suis très heureux de vous présenter Monsieur Camille Badel et sa femme. Monsieur Badel, tailleur de son état, qui est installé ici à Lyon depuis son père depuis 1927, et vous avez repris l'affaire en 1959. Voilà. D'accord. Et donc, si vous voulez bien, on va passer à votre plan de travail, puis vous D'accord. allez nous parler un peu de votre travail. Entendu. Allons-y. Alors, Monsieur Badel, c'est ici que vous recevez vos clients. C'est ici que je retrouve. Et c'est ici que votre père, avant vous, recevait les ses clients. Parce que chez Badel, on est tailleur de père en fils. Mais sauf que dans votre cas, vous avez failli ne pas être tailleur. J'ai fait. Alors, J'ai racontez-nous un peu cette histoire. Histoire. En principe, les fils n'aiment pas bien prendre la succession de leur père. Oui. Moi, je n'ai pas échappé à la règle. Puis, les faits ont fait que j'étais pas obligé, mais ça m'a plu avec tout ce qu'on a pu expérimenter dans ce métier. Mais ça vous a plu par un biais particulier qui est celui du dessin, il me semble. Dessin. Alors, mes parents m'avaient mis dans une école technique, l'école de la Salle, où on faisait du dessin industriel. Et ça me plaisait parce que j'étais habile en dessin industriel, c'était rapide et c'était bien fait. J'avais de très bonnes notes. Et j'avais fait un cahier de technologie, j'avais dessiné des machines, outils à la plume. Ouais. Et ça avait intéressé des ingénieurs de chez Berlier qui étaient venus inspecter à l'école. Et par ces en fait, ils ont convoqué mon père et moi chez un directeur, et il m'a dit qu'est-ce que vous voulez faire, parce qu'ils recrutaient leur personnel à l'école. Ouais. Après avoir discuté, il m'a dit monsieur, vous savez, parce que tous les jeunes à l'époque voulaient faire dessinateur industriel, parce qu'on était en blouse blanche, c'était bien. Alors il m'a expliqué que c'était un métier difficile et qu'à 40 ans, je ne pourrais plus le faire parce que j'aurais le mal à l'estomac. C'était à l'époque, c'était la maladie. Mal à l'estomac, c'est... Parce que c'était tes parents qui penchaient sur la télévision, sur le dessin. Il me dit, mais rassurez-vous, on ne vous laissera pas tomber, on vous mettra à l'atelier. J'avais visité l'usine Berlier quelques années, pas quelques mois avant. Je faisais partie d'une association, là, pour tous, qui visitait les usines, des expositions de peinture, tout ça, qui était très, très étendu au point de vue culture. J'avais visité l'usine Berlier, j'avais vu la forge, le métal en fusion qui courait au-dessus de la tête des ouvriers. Ouh là, alors j'ai eu une sacrée déception. Ouais, on était loin du dessin et de la plume. Oui, parce que c'était le montage, ça m'a peut-être pas déplu, mais je pensais que je pouvais être à la forge, ça. Alors ça m'a donné à réfléchir. Alors la troisième année, j'ai bifurqué en commercial. Parce que ça permettait une ouverture plus grande. Là, j'ai été encore déçu une fois, parce que je m'étais orienté vers le droit. Mais à l'époque, on ne gardait pas les enfants sans travailler. Alors mon père m'a dit, si tu veux affecter, tu iras, ça c'est l'après-midi, mais le matin tu iras travailler avec moi. D'accord. Alors j'ai commencé à avoir le commerce, ça m'a
Ça n'a pas déplu. Et puis je me suis aperçu que la coupe d'un vêtement, le tracé d'un vêtement, c'était du dessin. D'accord. C'était du dessin, non seulement du dessin, c'était de la géométrie descriptive. On faisait un moulage, et sur ce moulage, on faisait une construction qui permettait de couper le vêtement et de le réaliser après. Voilà comment je suis venu tailleur. Vous êtes installé depuis 1947, vous? Oui, bon, depuis 1944. Oui, vous avez commencé avec votre Depuis père. en 47. Voilà. Et vous avez pris sa suite alors en 47, hein, c'est ça? En 59. 59. Bon, ça, on travaillait ensemble. Hein. Oui, d'accord. On était associés de fer, on travaillait. D'accord. Et donc, là, j'étais tout seul depuis 59. oui. Et qu'est-ce que sur ces vous avez une expérience exceptionnelle et sur toute cette période, vous avez vu évoluer la demande des clients, les modes, la morphologie. Oui. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous à votre avis? Le poids des tissus. Le poids des tissus. Parce que la mode, les clients suivent à peu près, ils me disent bien, faites toujours la même chose comme le précédent, mais il faut quand même interpréter, suivre un peu l'évolution qui se fait, sans les choquer. D'accord. Par contre, alors, le poids des tissus, ça a changé beaucoup de choses. On n'emploie pas les mêmes fournitures, il faut des fournitures plus légères. Oui. Le tombé du tissu n'est pas le même. Et pour emboîter des conformations comme celui-là, des omoplates saillantes, avec un tissu léger, c'est beaucoup plus difficile que quand on avait un tissu lourd. Parce que le tissu lourd, il se tenait entre dans les creux. Tandis que là, il flotte, il se casse plus ou moins bien. Et vos clients, est-ce que vous avez vu une évolution dans votre clientèle? Parce que les habitudes ont énormément changé depuis 1959 ou avant. Le prêt-à-porter est apparu. Donc avant, on venait chez vous parce qu'on devait avoir un costume, on devait s'habiller, on allait chez le tailleur de façon très naturelle. Mais aujourd'hui, on n'est plus forcément dans la même situation, dans les mêmes configurations. Le client qui vient maintenant, c'est un client qui veut être bien habillé. Parce qu'il ne se contente pas d'être couvert, il veut un vêtement qui lui aille, dans lequel il soit bien. Parce que, en mesure industrielle, on peut apporter. Évidemment, il faut que ce vêtement s'adapte à quelqu'un qui a les épaules hautes et quelqu'un qui a les épaules basses. Ce qui fait une grande emmanchure. Une grande emmanchure, ça bride. Oui. On ne peut pas bouger. On n'a pas bouger. On est gêné. Oui. Avec chez nous, le vêtement, il suit le corps du client. Oui. Il y a une grande emmanchure, on bouge, mais toute la veste bouge avec vous aussi. Il y en a qui vont elle remonte par sur les oreilles, suivant les conformations des personnes. Oui, oui. Quelqu'un qui a les épaules basses, quand il monte sur le vêtement, tout le vêtement remonte. Alors qu'un vêtement de tailleur... Non, il reste, il suit le corps. Voilà. Et puis, il suit le corps, mais en plus, c'est un vêtement qui est pratique. Oui. On peut, voilà. Par exemple, votre costume, on ne le sait pas, mais vous avez une foultitude de choses qui sont rangées dedans. Et ça c'est le confort. Voilà, ça c'est le confort que permet... On peut avoir un vêtement parfait, mais si vous gênez, si vous êtes constamment gêné par ce vêtement, parce que vous n'avez pas vos carnets, parce que vous n'avez pas votre stylo, parce que vous n'avez pas vos clés, c'est pas agréable. Il faut que ce vêtement soit fonctionnel. Voilà. Et tout en restant saillant, bien parfait sur la personne. Oui. Ouais. Et alors, là, on est en train de discuter des différents avantages qui existent à avoir un vêtement fait par un tailleur. Donc, un vêtement qui convient à votre morphologie, un vêtement qui convient aussi avec ce que vous désirez, et pratique. Avec du confort. Ouais. Parce que être esclave de son vêtement, moi je ne suis pas d'accord. C'est bien beau d'être bien habillé. Il faut vraiment pouvoir vivre avec. Donc un vêtement dans lequel on ne peut rien mettre, un vêtement qui vous gêne quand vous bougez et où la première chose que vous voulez faire en arrivant chez vous, c'est de le retirer, ou en arrivant au bureau, c'est de le retirer. Il ne faut pas être esclave d'un vêtement. Il faut d'abord, quand on choisit un vêtement, il faut d'abord une forme qui vous convienne. Si vous êtes constamment en train de bouger, que vous avez une situation qui fait que vous êtes obligé de vous asseoir, de bouger, ben, il ne faut pas prendre en croisé. Parce que le croisé, si vous voulez qu'il soit toujours impeccable, il faut le déboutonner quand vous essayez. C'est une contrainte.
ça, il faut bien savoir ce qu'on veut quand on commande un vêtement. Ce qu'on veut en faire, surtout. Voilà. Et c'est là que vous intervenez, vous également. Hein. C'est-à-dire que vous êtes un client voit un très beau tissu, un costume dans un magazine, il dit je veux le même, mais vous allez lui faire un costume et vous intervenez aussi pour lui dire peut-être que ce n'est pas forcément le meilleur choix pour vous. Il y a des tissus plus fragiles que d'autres. Si c'est quelqu'un qui est très soigneux, c'est parfait, il peut le prendre. Mais vous avez des gens qui ne sont pas très soigneux. Alors il ne faut pas qu'ils prennent un tissu fragile. Il y a des tissus qui conviennent parfaitement, qui sont des genres de retors. Avec ça, vous pouvez faire n'importe quoi. Oui, je prends quand je soigne mes vêtements, parce que je veux voir ce qu'ils ont dans le ventre. Oui. Ça permet après de conseiller le client. Alors, souvent, quand on parle de grandes mesures, de vêtements de tailleur, on peut être un peu effrayé parce qu'on se dit c'est trop cher pour moi. Et il est possible aussi de voir ces choses-là d'un autre angle et de se dire que c'est un investissement dans un vêtement qui va durer plus longtemps, toute une vie. Donc même au lieu de racheter toute une vie, non, pas exagérer. Mais enfin, un vêtement qui est fait pour vous s'use moins qu'un vêtement qui n'est pas fait pour vous. Parce que le vêtement qui n'est pas fait pour vous, il fait des plis. oui. Et ces plis, le vêtement s'use sur ces plis. Tout ça, c'est envisagé. Et alors, comment ça marche? Une fois, bon, je viens, j'entre, et comment ça va se passer? Donc j'ai une idée dans la tête, vous allez un peu m'aider à affiner cette idée, peut-être à m'en faire changer en fonction de ce que vous pensez être le mieux pour moi. C'est un dialogue qui se fait de façon très sympathique, hein, il n'y a pas de contrainte. Alors, je demande d'abord au client ce qu'il envisage, ce qui lui ferait plaisir. Je tâche de savoir à peu près ce qu'il fait pour lui vendre un tissu en fonction de ce qu'il fait. Parce que vous avez des personnes qui peuvent avoir un tissu fragile, ça ne les gênera pas dans leur activité. Au contraire, il y en a d'autres, il leur faut quelque chose de robuste, de pas délicat à porter. Alors ça, c'est un dialogue qui s'instaure entre le client et moi. On choisit dans les liasses, je lui expose ce qui se fait, ce qui est possible de faire, et en fonction de ce qu'il veut comme genre de vêtement. D'accord. Donc ensuite, on passe à la prise de mesure. On prend la prise de mesure. Je prends d'abord toutes les indications que suggère le client. Les nombres de poches qu'il veut, comment elles sont faites, la forme de le revers. Maintenant, on a les problèmes de mode. C'est la longueur du veston. Les épaulettes, plus ou moins ouvrées ou structurées. Quelqu'un qui a les épaules très hautes, on ne peut pas lui mettre de grosses épaulettes. Quelqu'un qui a les épaules très tombantes, si on lui met de petites épaulettes, des épaulettes très fines, il va être diminué par cette conformation. Alors, ça, c'est à évaluer, c'est à discuter. Et donc ensuite, on arrive à la prise de mesure. Prise de mesure. Il y a le choix de la doublure, si une doublure fantaisie ou une doublure classique, ou si une doublure ton sur ton ou une doublure qui tranche, ça peut se discuter. Il y a la question de la forme, 2 boutons, 3 boutons croisés, en principe. Jusqu'à maintenant, c'était 3, on faisait presque que du 3 boutons, maintenant on fait du 2. C'est fonction de la mode, de la tendance. Ouais. Maintenant, quelqu'un de très grand, si on lui fait un 2 boutons, il va avoir un revers immense, là il faut l'orienter sur un 3 boutons. Tout ça, c'est à discuter avec le client. Ouais. Il y a la question des fentes au dos. Oui. S'il ne veut pas de fente, une fente ou 2 fentes. Il y a des clients qui ne veulent absolument pas de fente. Il y en a qui n'en veulent qu'une, d'autres qui en veulent 2. Ça, c'est à discuter. Alors, des fois, il faut les faire. Je leur dis, attendez vous me donnez la réponse dans 2-3 jours. Parce qu'il faut qu'il évolue, il faut qu'il en parle avec sa femme, avec ses filles. Elles interviennent dans le choix du vêtement. Oui, bien sûr. Directement ou indirectement. Oui. Mais c'est ça qui est aussi intéressant, c'est que c'est tout un processus qui se met en branle. Ouais. Une fois que le client a une fois, c'est ce qu'il veut, ce que l'entourage aime. Il y a moins de discussion. Enfin, la première fois que le client vient, il
faut envisager toutes ces choses. D'accord. Donc là, on voit la première partie qui est aussi révélatrice du savoir-faire du tailleur, qui est le conseil, qui est Oui, de bien comprendre et bien juger de la demande de son client. Voilà. Oui. Ensuite, on passe à une deuxième partie du savoir-faire du tailleur, qui va être quoi? La coupe, la prise des mesures. la prise des mesures, déjà la prise des mesures. Voilà, prise des mesures. Je dirais, le premier essayage, je le fais pendant que je vends le vêtement. D'accord. Je regarde mon client. Mhm. S'il a une épaule plus basse, s'il a une hanche plus forte, s'il se tient mal, si... Bon. Ça, c'est la première chose qui va être confirmée quand je prends des mesures. Oui. Alors, après ces mesures, on prend les mesures principales. Il y a le montant de dos qui indique s'il se tient droit, s'il se tient voûté, s'il se tient renversé. Parce que ça change tout le plan du vêtement. Oui. Alors, il y a les mesures. S'il aime être ajusté ou au contraire un vêtement plus vaste, s'il garnit beaucoup ses poches, tout ça il faut en tenir compte. D'accord. C'est le nombre de poches. S'il veut des poches spéciales, avec des poches stylo, des poches avec des attaches, s'il veut. Et tout ça, c'est votre coup d'œil qui va faire que Ah ben ça, j'ai une litanie là sur mon livre de mesure où on passe tout ça en vue. Les mesures, c'est pas seulement Prendre des mesures. prendre des mesures de gauche à droite sur les épaules, la longueur du bras, hein. C'est aussi en fonction de ce qu'on va obtenir, de ce qu'on souhaite obtenir comme résultat. Alors je prends les mesures normales, puis après je prends les mesures de conformation. Je mesure les hanches des deux côtés, souvent il y en a une plus haute que l'autre, ou plus forte, qui va aller avec une épaule plus basse. Tout ça, c'est un jeu de valeur. Il n'y a pas de règle absolue, il faut évaluer. Alors votre travail, c'est de remettre droit tous les individus. De se rapprocher, il faut se rapprocher de la base de coupe. D'accord. Remettez droit bancal. Alors, une fois qu'on a fait ça, s'il prend un tissu, ça je prends là. S'il commande sur échantillon, je commande sur échantillon. Je reçois mon tissu. Si c'est en Angleterre, le surlendemain, je l'ai à la maison. D'accord. Il est sur la banque. Après, je coupe le vêtement. Donc là, c'est aussi une étape qui est particulièrement délicate, hein. Le couper, c'est pas seulement prendre ses ciseaux et puis y aller. Ça prend du temps pour ça. J'appelle pas ça la coupe, j'appelle ça la découpe. Ouais. C'est-à-dire qu'on découpe les morceaux. Je peux faire voir. Oui, bien sûr. Voilà un vêtement qui est prêt au premier essayage. Ça ne dit rien au point de vue vêtement. C'est vraiment une ébauche. Oui. Et je vais essayer ça. Je vais faire un moulage du corps de mon client et là-dessus, je vais faire une construction géométrique. D'accord. Oui, c'est là qu'on revient en dessin. C'est là qu'on revient en dessin. Et il faut interpréter aussi le client. Quelqu'un qui veut des épaules très étroites, pas de droite. Bon, on fait ça, on fait du rang en fonction. Quelqu'un qui veut au contraire paraître bien balancé, on peut garnir davantage. Et puis voilà, là vous avez commencé la découpe. Hein, Ça, j'appelle ça la découpe. Oui. Alors c'est quand je vais mettre, une fois que je vais avoir essayé, je vais prendre toutes les informations sur mon client, je vais tout remettre à plat, on va tout démonter, et je vais faire ma construction géométrique là-dessus. D'accord. C'est vraiment ce qui s'appelle du sur-mesure. Ah ben là c'est la coupe, là. C'est ce qu'on appelle la coupe. Découper sur fonction d'un tour de poitrine, ça tout le monde peut le faire. Par contre, alors après, c'est ce qui est plus difficile. Il faut interpréter aussi. Il ne faut pas lui faire un vêtement trop parfait s'il a des défauts. Il faut tâcher de les camoufler le plus possible. Ouais. S'il y a des parties trop saillantes, il faut tâcher d'équilibrer. D'accord. Tout ça, c'est un... Donc tout ça, ça se fait au jugement, au premier jugement, à la prise de mesure, à la découpe, la coupe. Ça se fait ensuite dans les différents essayages, pendant les différents essayages. C'est le premier essayage qui compte, le reste. C'est le premier essayage. Je peux faire 36 essayages. Si le premier n'est pas bon, le vêtement ne sera pas parfait. D'accord. Et après, on met tout à plat, je vous dis, et on fabrique le veston. Alors, on coupe la toile, on coupe les doublures, on coupe tous les morceaux, les pattes de poche, la garniture, ce qu'on appelle la garniture, c'est ce qui va couvrir le revers. Oui. Parce que ça va être le dessous du revers. Oui. Hein, il va y avoir un morceau qui va venir par-dessus. D'accord. Oui.
Alors, Monsieur Badel, j'ai une dernière question. Autrefois, il y avait énormément de tailleurs. À Lyon, il y en avait 400. 400 à Lyon, aujourd'hui 2. Comment vous voyez l'avenir de ce métier de tailleur? Parce que le prêt-à-porter a pris le pas. Aujourd'hui, il y a énormément d'enseignes qui vendent des costumes, etc. Soi-disant sur mesure. Oui, parce qu'il y a quand même un regain d'intérêt pour un vêtement qui soit plus adapté déjà pour un beau vêtement et un vêtement qui soit adapté à ses mesures. Comment vous voyez l'avenir de votre métier de tailleur? L'avenir, il faudrait qu'il y ait des jeunes qui veulent faire tailleur. Il y en a des jeunes qui veulent faire tailleur, mais il n'y a plus personne pour les former. On a démoli ce métier. Quand vous dites qu'il n'y a plus personne pour les former, vous parlez des centres de formation, des écoles. Des formations, ou même des professionnels. On n'a plus la possibilité de payer un jeune pour faire un apprentissage. Un jeune, il coûte de l'argent au patron. Ça, c'est une chose que les pouvoirs publics ne comprennent pas. Le jeune, les premières années, il faut le surveiller, il faut l'enseigner, il peut faire des bêtises, il faut pouvoir réparer tout ça. Alors, s'il va à l'école, c'est mieux dans un sens, parce qu'il peut avoir des morceaux, il peut avoir qui puissent se former sur des choses plus simples. Donc il acquiert des bases oui. qui lui permettent ensuite de faire un apprentissage chez un professionnel, mais sans que le professionnel ait à donner une part trop importante de son temps pour... Il faudrait qu'il soit déjà bien dégrossi. Voilà. Et est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir aujourd'hui en disant... Oui, il y a des jeunes qui viennent. C'est ma possibilité, est-ce qu'on peut les prendre ou pas? Parce que prendre quelqu'un, le faire travailler et pas le payer, ça je trouve pas normal. Oui. Par contre, prendre quelqu'un, passer son temps et le payer, c'est pas normal non plus. Oui. Donc là, il faudrait trouver une bonne formule pour pouvoir réaliser ça. Et du point de vue de la clientèle, est-ce que vous voyez une augmentation de la demande, un regain d'intérêt? Il y a des clients qui... J'ai beaucoup de gens, il y a des clients habituels, et puis j'ai des gens qui rentrent, et qui voudraient bien, mais quand ils voient les prix, ça les rebute. Parce qu'ils disent quand un costume pas cher, ils envoient des prix vraiment dérisoires. Oui. Alors évidemment que là, ils ne comprennent pas. Mais parce qu'on a perdu aussi cette compréhension du travail, de payer le travail. Du travail, voilà. Et de la qualité et de la différence de ce que c'est qu'un vêtement artisanal traditionnel par rapport à un vêtement industriel. D'accord. C'est le problème. Bon. Et c'est comment solutionner. Mais écoutez, on finit quand même sur une note positive qui est que il y a quand même un regain d'intérêt. J'ai des jeunes qui rentrent, qui sont vraiment motivés. Alors, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas les vendre. Alors, je leur donne des adresses. D'abord qu'ils se procurent ces livres. C'est là, suite retouche. Ça peut les initier déjà à leur donner pas mal de choses. S'ils arrivent à emmagasiner toutes ces modifications à faire sur un vêtement, ils auront déjà moins de peine et ils comprendront pourquoi on fait les choses. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne leur a pas enseigné le pourquoi des choses. Oui. Ouais. Donc oui, c'est pas seulement répéter ça paraît aberrant de faire certaines choses. Oui. Pourquoi est-ce qu'on va rentrer ou faire certaines parties de tissu, d'autres les tendre? C'est quoi ça? C'est pas mécanique. Il faut le faire en fonction de ce qu'on veut obtenir. Donc c'est pas une question de formation technique, c'est une formation un peu plus profonde d'un savoir. C'est plus compliqué ça. Bien, mais écoutez, Monsieur Badel, il me reste à vous remercier pour votre accueil. C'était vraiment très gentil à vous de nous consacrer un peu de temps. Et puis, écoutez, j'espère que vous aurez premièrement beaucoup de jeunes qui viendront vous voir pour découvrir votre métier, oui. Si possible de l'apprendre. Ils aimeraient bien, mais que ça se fasse tout seul. Oui. C'est pas facile au début. C'est un métier rebutant. Oui. Mais passionnant. Passionnant, et une fois qu'on le possède,
On a du plaisir à le faire. Écoutez, j'espère que d'autres prendront également ce plaisir. Ben, il faut espérer. Merci beaucoup. Oui. Et puis, j'espère à très bientôt. Au revoir. Au revoir, monsieur. Nun reit ich am silbernen Strome entlang, weit schallend ertönet mein Abschiedsgesang. Nie habt ihr ein trauriges Lied gehört, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert, so wird euch auch keines beim Scheiden beschert. Ade, ihr Bäume, ihr Gärten so grün, ade. Ade, ihr freundlichen Mägdlein,